عندما عدت كتبت على دفتري ثمة قبل إن لم نمت أثناءها فنحن لسنا أهلا للعيش بعدها. يسجل لحظة صمت وكأنه يتعمق في هذه الفكرة أو يتذوق، ثم يقول: لقد أدركت وحدك أنه دون ملامسة الموت لا توجد حالة حب شاهقة بما فيه الكفاية لتسمى عشقا. أصمت وكأنني تلميذة تحاول أن تحفظ كل ما يلقنها أستاذ لا برنامج دراسيا له عدا مزاجه المتقلب، وعليها أن تستوعب في يوم واحد درسا في الرغبة، وثانيا في الموت، وثالثا في الحب، وآخر في فن التخلي عن امرأة قبلناها بكل ذلك الشغف ونغادرها بهذا القدر من اللامبالاة. هذا كل ما علق في ذهني من هاتفي. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse ici? Je vais vous le dire en français. Il y a deux mots. D'abord, le mot ajib. Ça, c'est pas de l'arabe classique. Les Arabes disent yal al-ajab ou ajab. Donc, ça, c'est du mot, du dialecte arabe qui a été introduit dans la langue arabe, et c'est une traduction. Parce que c'est curieux, bizarre, drôle, comme disent les Français, comment on dit leur phrase, on dit curieux, bizarre, etc. Bien. Il y a aussi le mot deftari, mon carnet. Ça veut dire que cette femme entretient un journal intime. Et ça, c'est une tradition occidentale. Et ça va trop loin. Il faut être un sujet, un jeu pour avoir un sujet. Donc il faut avoir sa pièce pour dormir, il faut avoir, ça va au-delà de son intimité, son territoire. C'est beaucoup de, ça mobilise beaucoup de choses. Et il dit, cette femme, il y a aussi le mot barnamaj, programme. Et il y a enfin le mot hatif qui dans l'arabe ancien signifie oracle, hawatif. Il s'agit en effet d'une conversation téléphonique entre une femme et un homme. Et il y a aussi cette expression moi, si je devais écrire ce paragraphe, je dirais jamais etna. Je trouve que c'est lourd. Mais ça montre que cette femme regarde les films. Ça veut dire que les baisers ont une durée. Donc, et que cette femme aime sur le téléphone. D'accord. Donc, les baisers ont leur durée. Cette femme aime sur le téléphone et regarde les films. Elle cherche l'amour, le désir, la passion et la mort. Je ne sais pas si dans la littérature arabe on parle beaucoup, en tout cas classique, beaucoup du désir. Nous avons glissé de la langue littéraire à la langue de la philosophie. Et il y a enfin dans ce paragraphe cette syntaxe étrangère, parce qu'il y a une phrase longue faite de propositions enchâssées les unes dans les autres. Une tradition de la prose artistique dont on peut trouver des corollaires dans l'écriture de Proust et de Flaubert. Que dire de cette écriture? À mon sens, Mostrani écrit l'arabe de gauche à droite. Il traduit une sensibilité dans une autre sensibilité, une langue dans une autre langue, une culture dans une autre culture. Quand j'étais à Rome, on m'a dit que Ahlam Mostrani lit beaucoup d'Uras. Et il est évident qu'il est en émulation avec Serge. Il reste un dernier point, je le développerai oralement si vous me donnez l'occasion. Merci. Merci, cher Abdrani, pour cette belle réflexion sur le schisme par le biais, bien sûr, de la notion de duplicité entre le divers linguistique, bien sûr, et le nationalisme qui prône le retour à la langue une, à la langue arabe, pour pointer, bien sûr, des anomalies, ce que tu as appelé des anomalies dans la conscience maghrébine. Cette réflexion, bien sûr, est très dense. Elle se termine sur la belle proposition d'Héridienne de plus de langues comme processus et ouverture. Je crois que le débat se présentera comme opportunité pour que tu puisses développer davantage les derniers points
dont je t'ai empêché le développement. Voilà, donc la parole maintenant est au professeur Mohamed Warras, de l'université bien sûr Moulay Ismail, de l'CNAS, qui se propose, lui, d'interroger, de réinterroger, de soumettre donc à la question la mémoire occidentale. Donc l'intervention s'intitule Mémoire occidentale, discontinuité et alibi. La parole est à vous. Je vous remercie. Merci, monsieur Serge Haba. Alors, vous me permettrez d'abord de dire que je m'inscris en faux contre cet appel à la conciliation, à l'apaisement, à la nuance que j'ai pu sentir dans l'intervention de Khalid, de M. Founal, et d'adopter une attitude un peu plus frontale concernant la question de la mémoire en Occident. Donc, je vais présenter quelques exemples illustrant l'habitude que l'on a toujours en Occident d'occulter systématiquement l'autre. D'occulter l'autre dans le récit national, et quelle que soit la part que cet autre a prise dans la construction de l'idéal national. Je parlerai également des alibis dont on use parfois pour masquer le caractère brutal de cette exclusion et de lui donner un air de légitimité ou bien d'honorabilité. Alors, pour les amateurs du cinéma, vous avez remarqué que la rentrée cinématographique était marquée par la sortie d'un film qui a fait l'objet d'une large couverture médiatique. Il s'agit de Dunkirk, du Britannique Christopher Nolan, racontant un épisode célèbre que nous connaissons tous, les étudiants, nous, de la campagne de France, donc le programme d'histoire-géographie au baccalauréat, une partie consacrée à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le fameux embarquement, le miracle de l'évacuation du corps expéditionnaire britannique de Dunkerque, qui avait privé l'Allemagne nazie d'une victoire dont l'ampleur aurait annihilé, peut-être irrévocablement, toute possibilité de résistance ultérieure. Donc la critique, souvent enthousiaste, n'a pas manqué de saluer la virtuosité avec laquelle le metteur en scène a su restituer l'ambiance épique qui a soufflé sur l'opération. Cependant, au milieu de cette clameur dithyrambique, des voix dissonantes se sont élevées. Non pas pour contester les vertus esthétiques du film, mais pour relever de graves incongruités diégétiques. En l'occurrence, l'absence de visage non blanc. Alors certes, la stoïque placidité dont les jeunes soldats britanniques ont fait preuve au moment de l'embarquement et le fait formidable élan patriotique par lequel les citoyens britanniques ont su pallier les énormes difficultés logistiques de l'opération sont des vertus dignes d'admiration. Mais il eût été plus équitable de rappeler l'héroïque et périlleux combat d'arrière-garde que les troupes impériales et coloniales, impériales britanniques et coloniales françaises, dans lesquelles la présence des Marocains et Algériens était très importante, donc qui ont dû livrer pour ralentir l'avancée allemande et permettre ainsi aux troupes anglaises d'échapper à la catastrophe. Leur rôle était crucial, souligne l'écrivain anglaise d'origine indienne Sami Singh, dans un article paru dans le Guardian, 1er août 2017, intitulé « Pourquoi l'absence de visage d'Indiens et d'Africains dans Dunkerque importe ?» Pourquoi elle est importante? Eh bien, ces hommes, ajoute-t-elle, formaient l'arrière de l'évacuation et étaient donc plus susceptibles que leurs camarades blancs d'être tués ou faits prisonniers par les Allemands. De son côté, Yasmine Khanok, professeure d'histoire à Oxford et descendante d'anciens combattants indiens musulmans, et d'ailleurs ce même professeur rappelle que le corps expéditionnaire britannique était formé de 5 millions de combattants de l'Empire, parmi lesquels la moitié était d'origine indienne et plus spécifiquement d'origine musulmane, c'est-à-dire la partie Pakistan et le Bangladesh, qui n'existaient pas encore à cette époque. Donc il rapporte dans un article paru dans le New York Times, de 2 août 2017, Dunkirk, the War and the Amnesia of the Empire, le témoignage d'un homme politique anglais connu, très connu, puisqu'il était l'ancien représentant des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, Paddy Ashdown,
dans lequel il explique comment son propre père a été traduit devant une cour martiale pour avoir refusé d'exécuter l'ordre donné par sa hiérarchie d'abandonner les troupes indiennes qui étaient sous son commandement. En réalité, pense l'auteur de l'article, donc Yassine Kanok, le film n'est qu'un ultime reflet de la répugnance que les Britanniques ont toujours eue à reconnaître la dimension impériale de la guerre. C'est que, dit-elle, l'idée qu'on ait eu besoin de l'Empire pour sauver la mère patrie n'est peut-être pas un récit héroïque, mais particulièrement réjouissant. Il ajoute, les jeunes d'Afrique et d'Asie rejoignaient l'armée sous la contrainte. Je vais parler de la Kbel Khatebi, nous rappelons tous cette rengaine, cette chanson qui se répète et que nous répétions, enfin du moins notre génération, dans notre enfance, pourquoi nous sommes-nous engagés pour la soupe et la gamelle. Donc, les jeunes d'Afrique et d'Asie rejoignaient l'armée sous la contrainte. Par ailleurs, la guerre était un combat pour la liberté. Pourtant, les revendications politiques de l'Inde dans les années 40 étaient ignorées, les nationalistes emprisonnés et leurs actions sévèrement réprimées. On peut en dire du même, du Maroc, par exemple, les événements. Vous avez parlé d'André Gide, comment André Gide, lorsqu'il était au Maroc, à Fès, de quelle manière elle a rappelé l'insurrection, les événements de 11 janvier 1944 et la répression des légionnaires sénégalais. Évidemment, je n'aurais pas la cruauté de rappeler ce que disait Frantz Fanon à propos de l'effroyable tuerie de Stef en 1945, etc. Alors, dans le même ordre d'idées, Ngugi wa Thiong'o raconte dans Rêve en temps de guerre, le premier volume de la trilogie du Sénomoire, comment, après les 2 guerres mondiales, les soldats britanniques pouvaient obtenir en récompense de leur service ces mêmes terres dont ont spolié leurs camarades de combat kenyans. Alors, cité dans El País, le 31-10-2016. Et l'on y même, il devait pour l'Empire français, pardon. L'historien américain Robert Pashton, le bourreau de la bonne conscience française, auteur du célèbre livre La France de Vichy 1940-1944, publié en 1972, dans lequel il démontait cruellement le mythe d'une France dressée dans un élan unanime et héroïque contre le commandement nazi, eh bien Robert Pashton estime dans un article récent publié dans The New York Review of Books, 25 février 2016, The Truth About the Resistance, qu'entre 50 et 60% des soldats de la nouvelle armée française formée en Afrique du Nord, essentiellement au Maroc, et armés par les Américains, procédaient des colonies d'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne. Il va sans dire que la place que ces soldats occupent dans la mémoire nationale française ne reflète nullement le poids de leur présence et de leurs actions dans les différents fronts où ils avaient à défendre le drapeau français. Alors cette discontinuité, ce déni ne concerne pas uniquement l'histoire, mais également la culture et plus particulièrement la pensée. La place marginale, par exemple, qu'occupe la philosophie non européenne dans les universités américaines et occidentales en est une illustration révélatrice. Par exemple, sur les 50 meilleurs programmes de formation doctorale en philosophie dans le monde anglophone occidental, seuls 15% sont consacrés à des philosophies appartenant à l'ère non occidentale. C'est du moins ce qu'affirment 2 professeurs de philo américains, J.L. Garfield et Brian Van Norden, dans un article comminatoire qu'ils ont signé dans le New York Times. Dans cet article, ils sont carrément l'institution universitaire américaine de choisir entre s'ouvrir sur la diversité ou se résoudre à rebaptiser les départements de philosophie. Ils appelaient par exemple départements de philosophie américaine et européenne. Car la philosophie, disent ces 2 auteurs, n'a pu s'enrichir et évoluer que dans la mesure où elle a pu se montrer pluraliste, ouverte à la diversité. Il cite l'exemple de Thomas d'Aquin, qui ne craignait pas de s'inspirer des enseignements qu'il trouvait dans les commentaires que ses colloques musulmans faisaient de l'œuvre d'un philosophe pourtant païen, Aristote. Je pense évidemment à Ibn Rushd. C'est en ignorant les injonctions d'une époque marquée par l'enfermement doctrinal, en acceptant le risque d'emprunter le détour de l'altérité, attitude dont Nietzsche sera plus tard le chantre, comme le rappelle une jeune chercheuse, Céline Denat, dans un ouvrage paru l'année dernière, 2016, Nietzsche, généalogie d'une pensée. Donc c'est en prenant le risque d'emprunter le détour de l'altérité qu'elle a pu ouvrir la voie, conduisant au grand sursaut humaniste
que l'Europe connaîtra 2 siècles plus tard. Voilà ce que dit justement Thomas d'Aquin. Chaque sujet, suivant en cela les enseignements de nos logiques, chaque sujet est, je le cite, un centre de réduction et de référence ultime. Olivier Lacombe, dans les philosophes antiquités du XIXe siècle, de l'Antiquité au XIXe siècle, ajoute tout sujet, à propos en commentant le texte de Thomas d'Aquin, tout sujet créé par l'amour créateur, par Dieu, sera en même temps que lieu d'appel, foyer d'irradiation, consentement ouvert, possibilité de communion. Mais pour un auteur comme Michel Houellebecq, ce sont justement la Renaissance et les Lumières, aboutissement funeste des accointances du célèbre philosophe médiéval avec les penseurs musulmans qui, en s'acharnant, donc la Renaissance et les Lumières, en s'acharnant à détruire le socle spirituel sur lequel reposait la grandeur européenne, ont préparé la voie qui allait conduire à la déchéance moderne. Comme tout anti-moderne qui se respecte, alors les étudiants connaissent le livre « Les antimodernes » de Joseph de Maistre à Roland Barthes, Antoine Compagnon, 2006, eh bien, comme tout anti-moderne qui se respecte, il n'hésite pas à exprimer sa nostalgie d'un certain Moyen-Âge. Mais non pas ce Moyen-Âge riche de virtualité émancipatrice, dont l'œuvre de Thomas d'Aquin était l'emblème, mais ce sombre Moyen-Âge, aussi vissé un christianisme grossier, obscurantiste et cruellement superstitieux, comme l'a décrit par exemple Jacques Le Goff dans l'histoire de l'Occident médiéval. C'est ainsi que dans Soumission, son roman polémique, il feint de trouver un certain charme au culte de la Vierge. La véritable divinité du Moyen-Âge, le cœur vivant de sa dévotion, ce n'est pas le Père, ce n'est même pas Jésus-Christ, c'est la Vierge Marie, dit avec admiration un de ses personnages, Alain Tanner, agent de renseignement. Pourtant, quand on examine l'arrière-plan historique de cette dévotion, de la Vierge, on constate que le décor était autrement inquiétant. Cette dévotion était plutôt le signe de cette terrible angoisse où les chrétiens vivaient, ne sachant à quel saint se vouer. Le diable rôdait partout, et chaque pas, chaque geste s'accompagnait de la crainte d'être mené par les noirs des saints du malin. La crainte du diable qu'il a sévi pendant longtemps. Le duc Saint-Simon parle par exemple de la terreur qu'éprouvait Louis XIV devant l'édit du diable, d'être induit en erreur par le diable. Et puis nous dit Jules Michelet dans l'Histoire de France, Renaissance, Réforme et Renaissance, Dieu, on suspectait Dieu d'être le Dieu des Juifs, l'Allah de la Mecque. Au contraire, Michel Houellebecq trouve plutôt que l'atmosphère était empreinte de grande sérénité. Et voilà ce qu'il écrit avec admiration. À sa mort, le croyant entrait dans un état de sommeil profond et se mêlait à la terre. Une fois toutes les prophéties accomplies à l'heure du second avènement du Christ, c'est le peuple chrétien tout entier, uni et solidaire, qui se levait de son tombeau, ressuscité dans son corps glorieux pour se mettre en marche vers le paradis. À cette hypothèse idyllique, la réponse de l'historien est sans appel. Jules Michelet nous décrit au contraire cette défiance terrorisée devant le moindre réconfort que la nature pourrait offrir à la détresse des hommes. Le détournement convulsif de toute invitation habitée au plaisir le plus simple, le plus innocent. Écoutons-le. Donc je cite Michelet. Est-ce donc une grande hérésie de recueillir les herbes des champs, d'assister aux malades, de tirer des simples la vie qui imite Dieu et qui peut réparer la nôtre? Et il ajoute, paraphrasant ironiquement le magistère officiel, prenez garde mon fils, prenez garde. Il n'y a pas en effet de plus monstrueuse hérésie. Et c'est justement pour cela que les Juifs et les Arabes sont maudits de Dieu, misérables. Ils n'ont pas su comprendre que la maladie est un don, un avertissement du ciel, un léger purgatoire de ce monde, en déduction des supplices de l'autre. Dieu aussi, pour punition, a multiplié autour d'eux les tentations de la terre, véritable paradis du diable. La Huerta de Valence, la Vega de Grenade ont accumulé sur un point tous les trésors des trois. Europe, Afrique, Asie, Renaissance et Réforme. Jules Michelet. Voilà le Moyen-Âge pour lequel Michel Houellebecq éprouve sa déchirante nostalgie. On le comprend. Faire l'éloge de l'autre Moyen-Âge, ce serait l'exposer à l'inconvénient d'avoir à reconnaître la part que l'autre a eue dans la régénération de l'Occident moderne.
C'est ce que j'appellerais l'alibi dystopique. L'auteur y trouve en effet un raccourci commode dans l'alibi dystopique, un raccourci commode pour dénigrer l'autre en se couvrant de l'irréprochable dignité du martyr. On continue de fustiger l'autre, mais de l'exclure de la place qui lui revient dans la mémoire nationale, mais on le fait en gémissant, et non pas on ne le fait pas au nom d'une supériorité ostentatoire, stratégie ringarde et contre-productive. C'est ce qu'il fait dans son mission. C'est d'ailleurs là un trait typique de l'attitude dystopique. Comme le dit Gilles Leport, professeur d'histoire à Harvard, dans un article récent intitulé « La fiction dystopique ne cherche pas à... » dans l'article intitulé « L'âge d'or, un âge d'or pour la fiction dystopique » « A Golden Age for Dystopic Fiction », eh bien, la fiction dystopique ne cherche pas à imaginer un futur meilleur et ne demande à personne de se donner la peine d'en trouver un. Sa vocation est de se nourrir des griefs, de se complir dans le ressentiment. Il n'incite pas au courage, il trouve que la lâcheté suffit. Son unique vœu est de vous permettre de passer un agréable moment en compagnie de gens dont la peur du futur s'aligne confortablement sur la vôtre. Un autre alibi est utilisé dans les stratégies de stigmatisation de l'autre. C'est ce que j'appellerais l'alibi rationaliste. Alors, nous nous rappelons tous l'étonnement d'Edouard Saïd de constater combien les idées les plus lumineuses des institutions les plus vénérables en Grande-Bretagne pouvaient cohabiter sans encombre avec la dynamique impérialiste alors à son apogée. Il écrit, Histoire et dans l'impérialisme, il est réellement troublant de voir à quel point les grandes idées, institutions et mouvements humanistes de la Grande-Bretagne qu'aujourd'hui nous célébrons, auxquels nous reconnaissons un droit historique à notre approbation, à quel point ils ont peu gêné l'accélération du projet impérial. Fin de citation. Nous avons vu par exemple comment Adam, dans les tribulations du dernier sigil massif de Fouad al-Alwi, s'insurgeait devant les omissions, contre les omissions de ce professeur français. Ces hussards de la République, comme on appelait les professeurs français dans leur croisade contre le cléricalisme et la religion, qui, à l'abri du vénérable argument de l'anticléricalisme qu'il rapportait de la métropole, se croit autorisé à discréditer une religion qui a su donner la mesure de sa bienveillance à l'égard dans le passé bien entendu, à l'égard du progrès et de la rénovation. Le philosophe anglais John Gray rappelle ainsi l'usage pervers que les grandes découvertes scientifiques du XIXe siècle et du début du XXe siècle ont fait faire au rationalisme. Dans un article publié dans le Guardian, What Scares the New Atheist? Qu'est-ce qui fait peur aux nouveaux athées? Et d'ailleurs, il tient à se déclarer lui-même athée. Il montre comment, au XIXe siècle, les tenants de l'athéisme pensaient d'abord inscrire leur démarche dans une perspective libératrice, c'est-à-dire celle d'affranchir les hommes de l'humiliant asservissement auquel la pensée religieuse les a si longtemps soumis. En réalité, les progrès scientifiques, notamment en biologie, avec la théorie de l'évolution de Darwin, ont rapidement conduit à de dangereuses dérives, donnant naissance à un violent sentiment raciste et suprématiste, dont les conséquences ont été un durcissement plus grand de l'action impérialiste, avec les conséquences tragiques que l'on sait. Jean Gray perçoit dans la même dynamique perverse dans la croisade néolibérale initiée par les nouveaux athées, qu'il nomme les athées évangélistes. Ces derniers pensent que le libéralisme s'inscrit dans une antinomie radicale avec la religion, et que sans le monothéisme, les valeurs de celui-ci auraient prospéré sans entrave. Ils pensent que les idées libérales trouvent aujourd'hui dans la science un allié indéfectible. En effet, comme les sociétés sont de plus en plus conscientes des bienfaits de la science, le sentiment religieux sera condamné à un déclin irréversible. Il est évident que la religion qui est prioritairement visible est l'islam. L'auteur cite le mot du neuroscientifique américain Sam Harris, un des plus ardents défenseurs du libéralisme athée et défenseur notoire de la torture au nom de la sécurité nationale. Il écrit « La science du bien et du mal ne peut avoir d'autre contenu que libéral ». La science est donc de nouveau invoquée pour stigmatiser l'autre, plus spécialement le musulman, dénigrer sa culture, sa religion. Voilà donc pour conclure, on voit comment la crainte de compromettre l'homogénéité de la mémoire occidentale, la volonté de l'expurger de toute velléité exogène
participe de cette même frénésie d'affirmation égocentrique qui a présidé à la naissance de l'entreprise impérialiste. Nous l'avons vu en examinant la place qu'occupent dans la mémoire occidentale toutes ces formes de contribution, libres ou forcées, par lesquelles l'autre a pu infléchir le destin souvent tumultueux de l'Occident. Quand l'autre s'invite dans la mémoire nationale, occidentale, sa proposition est perçue comme une intrusion intempestive, dont on s'empresse aussitôt d'effacer la trace. Aussi, Sunny Singh, l'écrivain indien d'origine anglaise, se demandait-elle dans son texte tout à l'heure si l'acharnement que l'on met à expulser l'autre de la mémoire des pays occidentaux ne cacherait pas un désir secret de bannir ce même autre, de le bannir purement et simplement de toute utopie nationale future. Voilà ce que je voulais dire. Merci, ici Mohamed Warras, pour cette lecture très lucide de la mémoire occidentale, en vue de pointer, je vais dire, pour aller vite, le déni qui s'étend à d'autres domaines que la politique. Le propos s'est appuyé, on va dire, majoritairement sur le Moyen Âge, comme réservoir, je dirais, des représentations de l'altérité orientale, notamment l'altérité religieuse. La parole maintenant est à Madame la professeure Salima Khtari, qui nous vient de l'université de Jida. Madame Salima Khtari a à son actif un certain nombre de travaux qui gravitent presque tous autour de la question de l'identité littéraire ou de l'identité dans les littératures. Alors l'intitulé de sa communication, c'est « Déconstruction des discours orientalistes et eurocentristes, le cas de Nedim Gürsel, dans le voyage de Candide à Istanbul et la Turquie, une idée neuve en Europe ». La parole est à toi. Salut. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, j'aimerais revenir un peu sur l'intitulé du travail. Je tiens à rappeler qu'il s'agit ici d'un état des lieux de la Turquie avant juillet 2015. D'accord ? Parce que d'ici là, les choses ont beaucoup changé. Voilà, donc le livre, l'essai de travail a essentiellement porté sur la Turquie, une idée neuve en Europe, qui est un essai de l'auteur essayiste, romancier turc, qui est une réflexion sur l'adhésion ou la non-adhésion de la Turquie au sein de l'Union européenne. Alors, l'altérité fascine ou effraie. En effet, l'Occident, en l'occurrence, a toujours exercé sur l'esprit occidental une curiosité qui s'accompagna d'un besoin imminent de représentation. Depuis l'Antiquité, l'Orient est considéré comme le grand contraire, mais complémentaire, de l'Occident. À cela s'ajoute l'hégémonie militaire, culturelle et religieuse de l'islam après la mort du prophète. Cette extension vertigineuse de l'islam au 7e et 9e siècle engendra appréhension et peur chez l'Europe, qui associa les armées musulmanes à la terreur et à la dévastation. La représentation de l'Orient est à lire ici comme une domestication de l'autre, qui se trouve enfermée dans un ensemble d'images stéréotypées fabriquées par la standardisation d'un discours occidental. Nous sommes peut-être pas comme vous nous voyez, mais nous sommes comme nous nous voyons. Cette déclaration de Nedim Gürsel vient après la détermination de la Turquie à rejoindre l'Union européenne. Une détermination qui ne va pas sans susciter maint remous et stigmatisation de la part des pays européens. On parlera même d'une rhétorique européiste qui altère l'héritage humaniste et qui traverse donc l'essai de Gürsel et que ce dernier se posera comme dessein de déconstruire. La représentation cette fois de l'Orient se fait par l'Orient lui-même, qui cesse d'être l'objet de représentation que les Occidentaux en veulent donner. Il s'agit donc d'un signe de prise de conscience, d'une essentialisation de l'autre qui entraîne donc cet écrasement de la suprématie blanche et une remise en question de l'héritage des préjugés. L'héritage humaniste européen a été évincé par la pensée unique qui privilégie la vision marchande au dialogue. Adhérer à la pensée unique implique la reconnaissance
de l'existence d'une culture européenne, marquée par le culturel au lieu de cultiver, par la culture d'entreprise, par une survalorisation de l'approche ethnologique de la culture, et qui cède donc la place au discours des nationalistes et des fanatiques au lieu d'encourager l'altérité. Face à une telle polémique, la Turquie prétendra-t-elle à une place dans l'Union européenne? La Turquie n'est pas considérée comme un pays nouveau dans l'Union, toutefois une idée neuve en Europe. En effet, son adhésion viendrait bouleverser cette Europe malade de la Turquie et appellerait donc cette dernière à se repenser en termes d'altérité et non en termes d'opposition. L'occidentalisation turque, à son tour, va devoir se repenser en se reconnaissant dans le projet de modernisation européen et non pas dans la construction du même à l'image de Alaturka. Alors, dans un premier point, que j'ai appelé donc la Turquie dans l'Union européenne, une idée neuve, un défi. Alors, d'emblée, la Turquie est présentée comme incompatible avec l'Europe et plus particulièrement de l'islam avec l'Europe. La présence d'un parti politique islamo-conservateur au pouvoir apporterait un vent d'islamisme, comme le suggère ici l'image de Troie, soulignée par Gürsel, et je le cite, « Il est question, dit-il, d'une stratégie du cheval de Troie islamiste consistant à subvertir les valeurs occidentales. » Comme nous venons de le lire, le discours européen incrimine l'islam, dans lequel se reflète encore cette image d'hégémonie militaire, de politique d'extension. Cependant, les réformes entreprises par le parti islamiste sont occultées par ce discours. Je reviens un petit peu sur les débuts du travail du parti islamiste turc, à savoir la suppression de la peine de mort, la reconnaissance de la langue kurde, le renforcement de la démocratie, de la liberté d'expression, malgré quelques lacunes qui subsistent encore, le progrès dans le domaine des droits de l'homme, la remise en cause des tabous comme celui du génocide arménien, montrent, si vous voulez, dans un premier temps, le désir européen de la Turquie. Cette énumération souligne les efforts effectués dans ce sens. Mais en face, nous avons une rhétorique qui appelle la polémique et adhère à la stigmatisation du turc, auquel sont associés un ensemble d'adjectifs très dépréciatifs, et je cite Gürsel, sanguinaire, barbare, cruel, dévastateur, et laisse voir en même temps donc une certaine turcophobie qui date donc déjà de la prise de Constantinople du 29 mai 1453. Face à la démagogie, Gürsel opte pour un ton badin, pour appeler à la problématicité. La problématicité, c'est-à-dire la capacité à se problématiser, à se remettre en question. L'attitude de l'humanisme dans ce tard de l'Europe ne constitue pas se remettre en question en recourant à la raison, mais encore, le ton devient plus polémique lorsque la civilisation ottomane est associée à la barbarie. Et là, il cite un discours justement d'un patriarche orthodoxe, Monseigneur Christodoulos, dit, je cite, « La Turquie n'a pas sa place dans la civilisation européenne. L'histoire témoigne que la présence turque en Europe a trempé dans le sang la barbarie et les pillages, et non pas dans la promotion de la civilisation. » Autre témoignage qui abonde dans le même sens. Le peuple turc est scythique et barbare. Après avoir dispersé les latins et les chrétiens, ils dominent l'Asie et la Grèce. Les Turcs sont cruels et ignobles. Ils vivent dans la luxure et mangent ce que les autres jettent. En parallèle, il serait bon de rappeler aux Européens les croisades, l'Inquisition, les autodafés, le colonialisme, les guerres de conquête, appelées découvertes, pour oblitérer le caractère préjudiciable, figurent toujours dans les annales de l'histoire, pour rappeler justement à cette même Europe les fondements des droits de l'homme et le principe de la démocratie. Autre discours de Sylvie Goulard, cité par Gürsel, forte, dit-elle, de 70 millions d'habitants aujourd'hui, dotée d'une démographie plus dynamique que les États membres actuels, la Turquie serait rapidement le pays le plus peuplé de l'Union. Elle aurait ainsi légitimement droit au plus nombre de sièges au Parlement européen, exercerait la plus forte influence au sein du Conseil des ministres. Pouvant donc disposer du groupe parlementaire le plus nombreux au sein des institutions européennes, il incomberait donc à la Turquie d'infléchir à elle seule les décisions. Cette appréhension du nombre cache et laisse percevoir la préoccupation des Européens face à une nouvelle vague d'immigration vers l'Europe, particulièrement à un moment où cette dernière se replie de plus en plus sur soi et considère tout flux migratoire comme une dénaturation de son identité. Pourtant, l'identité a-t-elle l'altérité? Car la diversité est à envisager comme une richesse et non pas comme une menace.
La culture, dit Derrida, n'est jamais identique à elle-même. Mais encore, la mêmeté, cette image stéréotypée, répétitive et pauvre, s'oppose à l'ipséité, cette expérience vivante de soi-même comme autre. Cela donc nous pousse à nous interroger s'il y a lieu de parler d'une culture européenne. Si oui, telles sont les conséquences que Charles Coutel présente au nombre de 3. Le culturel remplacerait le cultivé. La culture d'entreprise se fait au détriment de la signification des œuvres humaines. Et au final, donc, nous assistons à une survalorisation de l'approche ethnologique de la culture qui met en avant la particularité de chaque ethnie au lieu d'agrandir la famille humaniste. Authentifier donc la culture européenne revient à inscrire l'Europe dans la lignée d'une pensée unique qui privilégie l'homogénéité au lieu de choisir l'altérité qui, elle, appelle la diversité. Par là, les discours des nationalismes et des fanatiques se multiplient et font d'elle donc une Europe inhospitalière, dans le sens où l'hospitalité permet la transformation de l'ennemi, hostis, en hôte, hostess. Face à tant d'interrogations, Nedim Gürsel donc appelle et invite l'Europe à se repenser, non pas à la lumière d'une identité basée sur l'exclusion de l'autre, qui ne pourrait se solder que par des tragédies, mais encore cette affirmation incrédible de l'identité ne trahirait-elle pas la peur de l'autre? De plus, cette peur de l'autre ne date pas d'aujourd'hui et remonte à l'Antiquité dans la mesure où l'Orient a toujours été vu comme le grand contraire et comme le dit Saïd, et son anthétique mais complémentaire de l'Occident. Alors, à cet égard, Édouard Saïd, qui s'inspire donc des thèses de Foucault, estime que la construction de l'Orient s'inscrit dans une relation de pouvoir, de domination de l'Occident. Il est de l'Europe en premier lieu sur l'Orient. Il considère en partie que l'Orient a été orientalisé non seulement parce qu'on a découvert qu'il était oriental, selon les stéréotypes de l'Européen, moyen du XIXe siècle, mais encore